Ah, ah, ah. On va parler des pré-tests de la saison de Formule 1 2022 où on va décortiquer ensemble toutes les prestations des voitures d'un point de vue des livrets, d'un point de vue du design de manière générale et voir quelles sont les premières tendances qu'on peut retrouver en termes de performance suite à ces deux séances d'essai qu'il y a eu à Bahreïn et tout d'abord à Barcelone. Donc on regarde ça tout de suite, c'est parti, c'est maintenant et à jamais. Alors, pour commencer, pour récapitulatif, j'avais déjà fait une première vidéo où on avait discuté des premières présentations qui avaient été faites sur les différentes livrées et on se posait la question de savoir, au final, si on allait voir les vrais modèles apparaître lors de présentations. On allait pouvoir juste juger les livrées, devoir juste juger les livrées et attendre que les voitures soient en piste pour voir les vrais modèles. Et le pari était que, au final, ce qu'on verrait lors du premier Grand Prix, ce serait pas forcément ce qui serait présenté au tout début, comme il était convenu. Donc, je vous propose qu'on repasse à travers toutes les écuries, qu'on décortique un peu la livrée, qu'on la juge, et aussi le design qui en sort, parce que entre temps, il y a eu les essais qui ont été faits, donc on a pu voir certains problèmes chez certaines écuries, et d'autres non. Certaines qui sont plus ou moins bien adaptées, et d'autres non, suite à la nouvelle réglementation, comme je l'ai expliqué lors de ma précédente vidéo, où on a changé tout ce qui était, en termes de réglementation, tout ce qui était aérodynamisme, moteur, jantes, pneus, et j'en passe. Je sais plus c'est quoi le dernier, mais il y a au moins 5 aspects qui ont été modifiés suite la dernière réglementation par rapport à l'année 2021. Donc on va voir tout de suite. Donc passons directement sur l'autre écran où je vous présente, où j'avais demandé ceux d'internautes qu'est-ce qu'ils pensaient des différentes livrées en termes de design, en termes de livrée, en termes de design avant, design arrière. Ça n'a pas forcément très bien marché, mais ce qui est intéressant, c'est de voir déjà un premier avis et voir comment il évoluait. Il n'a pas forcément beaucoup évolué, mais entre-temps, il y a eu les essais, comme j'ai dit, les essais réels à Barcelone et à Bahreïn, et ça a été beaucoup plus intéressant. J'ai pas pu tout suivre, mais ça m'a beaucoup plu ce que j'ai vu. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Donc c'était le petit post que j'avais fait sur ma page Facebook. Ou moi, ce qui m'avait déjà mis à l'eau à la bouche, c'était la nouvelle livrée de la Ferrari qui est magnifique, qui fait penser à la Ferrari des années 80 ou des années 90. Et l'étonnement aussi concernant la livrée de l'Alpine. Alors certes, en sachant qu'ils avaient annoncé juste avant qu'ils avaient un nouveau partenariat, quoi qu'Alpine n'en a jamais eu avant, avec un sponsor qui était BWT, qui venait de chez Aston Martin, avec le directeur de course qui a été limogé, Aston Martin. Je ne dirai pas son nom parce que j'ai beaucoup de mal à le dire. Voilà, on va regarder ça en détail. On va commencer par le premier du classement de l'année dernière en termes des constructeurs. Donc on va commencer par Mercedes. C'est parti. Alors il faut savoir que entre temps, je n'ai pas pu te faire de vidéo vu que j'avais dû reprendre les courses. Ça fait du bien de revenir, mais ça fait bizarre aussi. Il faut que je reprenne le rythme. Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette semaine de cours. Où j'ai appris pas mal de choses sur tout ce qui était digital management. Je sais pas si ça t'intéresse, mais peut-être si vous regardez mes prochaines vidéos, sachez que je fais aussi des vidéos dans ce sens-là, donc sur le digital management, peut-être j'en ferai une bientôt. Il y avait l'esprit d'entrepreneuriat, afin de créer des startups par exemple, ce qui est très intéressant pour certains, voire pour d'autres non, mais c'est un phénomène qu'on peut voir depuis au moins plus de 10 ou 20 ans qui existe. On va parler également, on a eu quoi comme cours, tout ce qui était leadership au niveau politique, et je pense que c'était déjà pas mal. Et aussi Future of Work, mais j'ai pas aimé, c'était une matière que... j'en parlerai peut-être une autre fois. Donc regardons ce qu'a fait la Mercedes F1 2022. Et oui, toutes mes vidéos sont préparées sur le tas, juste parce que c'est un live et le but c'est d'en faire le moins possible. Et donc si on regarde la livrée qui a été présentée, on va prendre n'importe quelle photo, c'est celle-ci. La livrée qui a été présentée lors du show de présentation. La Mercedes a retrouvé sa couleur d'origine. Alors pas vraiment, ils ont dit clairement qu'en gros que le gris était dans l'ADN de Mercedes, mais que le noir en faisait partie aussi. C'est pour ça que maintenant les Mercedes seront grises et noires. Et c'est pour ça qu'on voit une grosse partie en bas qui est noire. Mais il faut pas se leurrer, si on regarde comparé aux années précédentes, il y avait déjà, si je dis pas de bêtises, du noir, mais très léger. Ouais, très léger. Sur la présentation même du show qui a été fait, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont proposé une version qui était pratiquement
Et en fait, non, même pas. C'était vraiment un chocard. Mais on pouvait voir la livrée, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir Mercedes revenir sur ses premiers amours, qui étaient la couleur grise. Par contre, c'est qu'on a pu voir, c'est que il y a eu, avec les essais qu'il y a eu à Barcelone et à Bahreïn, la voiture a énormément changé. Déjà, là, on voit la version qu'il y a eu à Barcelone et celle qu'il y a eu à Bahreïn. Et ils sont allés très loin dans le design aérodynamique. Ils sont vraiment allés très 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 loin. Déjà, moi, j'ai pas compris ce qu'ils avaient proposé. J'ai remarqué que déjà les pontons étaient beaucoup plus fins, même les entrées d'air pour le refroidissement du moteur étaient beaucoup plus étroites qu'avant. Pourquoi? Ils sont peut-être devenus plus efficaces. Moi, j'ai du mal à expliquer. Et ils avaient proposé donc ces pontons avec une sorte de flanc incurvé vers l'extérieur qui faisait chasser l'air. Et ça, ils l'ont utilisé qu'à Barcelone. Ils sont arrivés à Bahreïn avec une version de fusée, on pourrait appeler ça de fusée, de ponton sans ponton, où au final, les entrées d'air sont verticales, et tout le reste fuit comme sur une navette. Je pense que je pouvais donner une meilleure vision, celle-ci. Impressionnant. Et tellement moche, moi je trouve. Tellement moche. Donc, toujours pour avoir les rétroviseurs, ils ont profité des... Je sais pas comment on appelle ça, des barrières de sécurité. Ouais. Attends, comment je pourrais dire ça? C'est des renforts de sécurité latéraux qui sont obligatoires, qu'on est obligé de le mettre. Ils en ont fait des sortes d'ailerons inversés qui va permettre de diriger l'air sur les pontons et faire glisser l'air sur la carrosserie des pontons qui n'existent pratiquement plus. Et on voit que c'est très ondulé. Je ne saurais pas quoi dire. Là, on a les entrées d'air pour passer sous le fond plat pour faire l'effet de sol. Je suis encore une fois très fatigué, c'est pas cool. Mais en tout cas, c'est clair qu'on a été gâtés par l'innovation. Ils sont vraiment allés très loin. Par contre, ils ont grossi l'arrière. Je sais pas si on voit bien sur cette photo. Eh non, même pas. En fait, ils avaient déjà prévu le coup à Barcelone en essayant cette solution. Mais celle qui a été retenue au final, c'est celle-ci. Et au final, où l'air est dégagé vraiment vers l'extérieur et on essaie de le faire suivre un maximum la carrosserie avec les ailettes ici. Et non, la grosseur du bloc au milieu, du capot moteur, est la même. Parce que quand on regarde ici, je la trouve quand même assez énorme. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de ponton. Et donc ça reprend un peu le design d'une fusée, on peut dire. Mais sans plus. Et là, on voit qu'ils ont fait une cassure ici à ce niveau-là, au niveau du fond plat, pour essayer de créer un sorte de vortex, ou essayer de créer un sorte de rideau d'air sur le côté, pour que l'air qui passe en dessous ne puisse pas s'évacuer sur ces parties-là, sur le côté, et qu'on ait bien un effet de tunnel, et donc un effet au sol. Moi, je dis chapeau, je dis pas plus. C'est vrai qu'elle est jolie de l'avant, l'avant est quand même très joli, le nez comme il se plonge sur l'aileron, il épouse carrément l'aileron à l'avant, il descend pas plus bas, ou il s'arrête pas plus haut. Là, ils l'ont fait aller jusqu'au nez. Ici, remarquez bien, les ailerons sont un peu plus hauts qu'avant. C'est pour laisser passer un maximum d'air en dessous pour que ça aille dans le faux plat de la voiture et avoir un maximum d'effet de sol. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire? Ça, c'est l'ancienne version qui servait à rien, c'était le chocard. Ça, c'est le chocard. Est-ce qu'on a d'autres... Voilà, encore de profil. Impressionnant, on voit même plus les pontons. Sincèrement, je trouve ça très très moche. Mais c'est vraiment du point de vue esthétique que je parle là. Ça, c'était l'ancienne version. Ils avaient mis des sortes de vagues ondulées, pareil pour générer un sorte de vortex au bord du fond plat pour s'assurer que l'air qui est sous le fond plat ne s'échappe pas sur les côtés, comme je l'avais déjà dit. Et bon, après, c'est vrai qu'elle était déjà très slim, hein, la Mercedes, mais ces pontons, bon, pas terrible, ils ont complètement changé. Franchement, chapeau, ça veut dire que là, ils reviennent plus en arrière. Ils reviennent plus en arrière, et encore, s'ils peuvent, mais est-ce qu'ils pourront maximiser les 6 séances d'essai? Ça va être très dur à comprendre, à voir. Et voilà, cette vue de face, quoi. La vue de face avec les ailerons et l'entrée d'air, c'est juste ça pour le refroidissement. Donc en gros, normalement, je pense que dans l'entrée d'aération dans les pontons, on a le carré qui est comme ça, et en fait, on a l'écoulement de refroidissement d'air qui se met penché de cette manière. Quand ça rentre, après ça traverse. Et je pense qu'au lieu de le mettre dans cette position-là, ils ont dû le mettre comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Pour avoir des fentes aussi verticales.
et plus carré ou horizontal comme d'autres écuries. Donc c'est tout ce que je dirais sur la Mercedes. Chapeau, joli livré. En termes d'innovation, et ben là on y a droit. Ils ont fait fort, tout le monde les a regardés, tout le monde a suspecté que c'était pas forcément très conforme. La position des... Non, pas la position, mais comment était utilisé le support des ailerons et aussi le support de sécurité qui pourrait être utilisé... Non, le support des rétroviseurs qui pourrait être considéré comme des appendices aérodynamiques, à savoir que normalement, et surtout des ailerons, à savoir que normalement, déjà Ferrari dans le passé avait été réprimandé pour ça, à savoir qu'ils avaient fait créer des sortes de mini-ailerons qui permettaient de tenir les rétroviseurs et ça avait été interdit. Et donc là, il y a beaucoup d'écuries qui ont regardé à s'assurer que ce ne soit pas le même cas pour la proposition que faisait Mercedes. À savoir avec toutes ces petites ailettes qu'on trouve ici, ce fameux... protection, ponton de sécurité, on va l'appeler comme ça, sidepod, je crois que c'est sidepod, ça s'appelle, voilà. Sécurité qui arrive jusque-là, qui s'en sert comme un aileron mais inversé. Le fait que ce soit inversé, du coup, c'est pas un aileron, c'est pas une charge supplémentaire depuis aérodynamique pour coller la voiture au sol. Donc, apparemment, tout est réglementaire. Il n'y a pas de souci. On va voir ce que ça donne. On en parlera après dans la deuxième partie, à savoir quelle solution c'est plus ou moins, quelle écurie c'est plus ou moins démarquée lors des essais et quelle tendance on peut voir en termes de hiérarchie pour le premier Grand Prix. Ça c'est Mercedes. Maintenant on va regarder Red Bull qui était la deuxième au classement 2022. Pareil, Red Bull, ils sont pas embêtés, voilà le chocard, ils ont fait un chocard, ils ont juste montré la livrée qu'ils avaient faite, et ben on n'a rien appris. La livrée, bah, c'est la même comme d'habitude, depuis 2-3 ans. 3 ans facile. Et le design, eh bah, rien à dire parce que ils ont pris le chocard de la F1. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce qui a été mis en piste. Et là, c'est encore autre chose. Alors, qu'est-ce que je dirais? C'est qu'au niveau de l'avant, c'est un peu différent que celui de la Mercedes. J'ai l'impression qu'au final... le bord des ailerons descend un peu plus sur les côtés, ce qui est pas moche, et que le bout du nez ne s'arrête pas sur le premier plan d'aileron qui, lui, fait une petite incurvation juste au niveau du nez. Ensuite, au niveau des flaps, on voit clairement que les flaps redescendent au maximum au niveau du bord des roues avant, pour envoyer un maximum d'air s'échapper sur l'extérieur des roues. Pas plus à dire sur l'avant. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant. J'ai oublié d'en parler sur la Mercedes, c'est que le fait de faire une fusée, c'est que ça laissait beaucoup de place au niveau du plan, du fond plat, que ce soit au-dessus, qui permettait de créer de l'appui aussi. Le fait que le fond plat soit bien dégagé sur le dessus, ça pouvait générer encore plus d'appui pour la voiture. Et c'est sûrement pour ça qu'ils ont fait des ponts beaucoup plus restreints, des pontons beaucoup plus restreints sur la Mercedes. Et là, pareil, moi j'ai remarqué qu'au niveau de la Red Bull, ils ont proposé des pontons assez spécifiques, comparé aux autres. En fait, ils ont plus ou moins proposé des pontons spécifiques. Il y a une grosse tendance qui s'en est sortie, on en parlera, mais Red Bull a été un peu plus différent que les autres. J'aimerais bien voir les pontons, mais je crois que je les verrai pas. Donc eux, ils ont proposé des pontons classiques, mais très très fins au niveau de la partie haute du ponton. Là, on le voit très bien. Voilà ce qu'ils ont proposé, eux. En gros, ils ont dégagé un maximum de place pour faire entrer un maximum d'air sous le fond plat, avec ces grosses entrées ici, ces ailettes de direction qui permettent de faire entrer l'air en dessous de cette partie qui brille, de faire entrer un maximum. Et tout ce qui était au-dessus, ils ont laissé de l'espace pour que ça génère de l'appui. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que l'air qui va arriver de manière frontale sur les pontons, il va glisser sur la partie incurvée inversée, vers le bas, et donc ça va appuyer sur la partie du fond plat, sur le dessus du fond plat. C'est hyper dur d'expliquer. Donc ils ont laissé un maximum d'espace pour que ce soit très fluide, pour que l'air soit emprisonné dans cette partie-là et qu'il appuie sur sur le dessus du fond plat et qu'après ensuite il s'échappe sur le côté. Et le fait de s'échapper sur le côté, ça va permettre aussi de créer un sorte de rideau de ce côté-là, sur le bord du fond plat, pour que l'air qui est en dessous du fond plat soit piégé et soit obligé de partir par derrière. Voilà.
Tout ce qu'il y a à dire, bien profiler aussi la hauteur du fond plat pour s'assurer que l'air découle bien et descende sur le... Non, du ponton. Bien, le ponton est bien profilé pour que l'air glisse bien sur le dessus du fond du ponton et finisse sur le fond plat qui se trouve ici. Parce que vu que ça, les fins finissent en bouteille, en gros, hein, elles finissent en bouteille, donc toute cette partie, c'est le fond plat. Et donc si on assure que l'air s'écoule bien sur le capot et les pontons et qui descend directement sur les fonds plats, ça rajoute de l'appui. On va le dire comme ça, hein, on va le dire comme ça, parce que je suis pas encore un expert, et j'aimerais bien devenir, mais ça demande du temps et beaucoup de choses, et je fais mon maximum. Bref. Quoi d'autre? Et donc ça, c'était la première version. Et ils en ont proposé une autre à Bahreïn, et j'aimerais bien la voir, et ce serait vraiment cool qu'ils nous la montrent. Version... Bahreïn. Qu'est-ce que... Ouais, c'est peut-être ça qui... Oh, j'étais bon, je pense. Ah, elle est magnifique, c'est celle-ci, là. Et donc là, ils en ont proposé une autre. Waouh! Ah, elle est pas mal du tout, celle-ci. Hein. Et vous voyez comme les voitures ont évolué. Bah alors, on parle pas du chocard, mais même entre Barcelone et Bahreïn, c'est assez énorme. Donc j'avais vu ça, déjà, j'avais vu l'article, mais là, ils sont quand même allés beaucoup plus loin. Ils sont allés forts aussi, hein, du côté de Red Bull. Donc on retrouve toujours cette partie du fond plat qui est haute au début pour faire entrer un maximum d'air en dessous du fond plat, pour faire l'effet de sol, hein, on va pas répéter 100 fois. Et ils avaient laissé cette grande partie de cavité permettant à l'air de taper contre le dessous du ponton et le forcer à appuyer sur la partie haute du fond plat. La partie haute du fond plat, on voit très bien l'écoulement qui devrait se faire comme ça. Et ici, ils ont fait exprès de créer des cassures dans le fond plat. Toujours pareil, je suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est pour des problèmes de marsouillage, problème de pompage, on va parler, qu'ils ont créé ces cassures, mais aussi pour créer des sortes de vortex sur le côté. Toujours pareil, ou faire une sorte de rideau sur le bord du fond plat pour piéger l'air qui est en dessous. Et donc, il est quand même assez beau. En termes des pontons, j'ai envie de dire, c'est plus classique, mais c'est quand même assez énorme, parce qu'en gros, normalement, les pontons, ils devraient s'arrêter ici. Ils ont carrément rajouté de la carrosserie, du design en amont pour accompagner au mieux l'air qui est nécessaire au moteur, qui est pas forcément grand-chose, et accompagner le reste de l'air qui ne va pas au moteur sur le reste de la carrosserie, que ce soit bien fluide sur le reste de la carrosserie, que ça colle la carrosserie, que l'air colle la carrosserie à un maximum pour éviter de faire cet effet de traînée. Une traînée, en gros, c'est un air perturbé qui découle d'un vide dans l'espace. C'est-à-dire que normalement, partout dans l'espace, l'air est homogène, il n'y a pas de dépression ou de surpression, mais le fait qu'une voiture fende l'air, ça va créer de la surpression en amont et de la dépression derrière. Donc une sorte de vide. Et cette sorte de vide, justement, ça attire l'air et ça freine du coup la voiture. Et le fait que s'assurer que l'air suit bien toute la carrosserie, ça évitera qu'il y ait cet effet de vide entre la carrosserie, donc entre la voiture et l'atmosphère ambiante. Et donc là, on voit bien que c'est hyper bien profilé ici. Ils ont créé même une deuxième fente permettant à l'air de s'écouler bien sur le bord du ponton et à tomber un maximum sur le fond plat. Et on voit bien que le fond plat, il n'est pas bien énorme hein, sur la Red Bull de ce côté ici. Il n'est pas bien énorme. Si on regarde comparé à la Mercedes, ça n'a rien à voir. Mais c'est tout ce que je dirais sur la Red Bull jusqu'à maintenant. Allez, on passe à la troisième écurie qui est McLaren. Alors McLaren, bah, je crois que j'aurais pas grand chose à dire. C'était bien, la livrée était belle. Ouais, elle est pas moche, le bleu est un peu bizarre, mais c'est pour faire le rappel à Golf, à un sponsor historique de la marque. Et là, ils ont repris les couleurs, donc bah, après, il y a beaucoup moins d'orange qu'avant, beaucoup plus de bleu bizarre, mais qui passe, moi je dis, mais c'est aussi associé à du noir. Et là, j'avoue que le noir, je comprends pas, à part pour cacher la misère ou pour pas montrer des choses, j'ai pas trouvé l'intérêt. C'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup moins de noir. Et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Pareil, lors de la présentation du véhicule, je pense qu'on a une version un peu démo. C'était pas la Shocar, mais c'était pas la version finale qui a couru sur les pistes, qui a fait des tests sur les pistes de Barcelone et de Bahreïn. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur... Non, il y a rien eu sur la Mercedes. J'ai pas eu d'autres informations.
C'est pas ça. Donc là, on la voit de face, de profil. Ça, c'était pendant le showcar. Moi, j'ai pas trouvé grand-chose à dire sur le design. Ça, c'est quand on l'a vu faire des essais. Donc, design, aérodynamique, rien de spécial. Malheureusement, j'ai rien de spécial à dire. Elle était très conforme. Bon, là, elle a un nez standard. Elle reprend l'aileron ici un peu de la Red Bull dans le sens où au final, il y a une petite baisse de niveau de l'aileron au niveau du nez, mais pas plus. Rien à dire de plus. Les flaps très alignés et qui fuient, qui tombent sur l'extrémité. Rien à dire. Alors, et le pire, c'est sur le capot. Je sais pas ce qu'on peut l'avoir correctement. J'aurais aimé voir qu'on voit le capot moteur. Où là, eh ben, c'était assez. Ouais, c'est celle-ci. Ou pareil, au final, ils ont repris. Et c'est ce qu'on a vu au final sur les essais. Hein. Ils ont eu d'autres problèmes, Mercedes. Ils se sont très bien débrouillés, mais ils ont eu des petits problèmes que d'autres écuries n'ont pas eu. À savoir, je le dirai après, je ferai un petit bilan sur ce qui en est ressorti au niveau des essais. Et en gros, moi j'ai l'impression qu'ils sont restés sur ce qu'ils ont acquis en 2021. On a un capot moteur qui est très fin, qui suit absolument, qui pousse au maximum les formes du moteur, et des pontons tout à fait classiques et qui se sont adaptés à la nouvelle régulation, avec ces fameuses incurvations à l'envers, assurant de faire fuir l'air sur les côtés. Il n'y a pas eu plus, j'ai pas vu beaucoup d'articles sur McLaren en termes de design, de technologie avancée, de démarcation par rapport aux autres. Rien de spécial, c'est insipide, malheureusement. On verra après ce que ça donnait comme résultat. Donc livré correct, mais pas plus. Passons à Ferrari. Ferrari qui était magnifique. Alors Ferrari, malheureusement, j'ai pas pu voir tous les shows et c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu voir celui de Ferrari parce que celui de 2021, le show était vachement pas mal. Et Ferrari, j'ai adoré. Je suis désolé, je suis pas un fan de Ferrari. Je suis pas un tifosi ni quoi que ce soit. J'aime la Formule 1 en général. Mais quand j'ai vu les couleurs, eh ben j'ai bien aimé. Et là, on a l'impression de retrouver une vraie Ferrari. Une vraie Ferrari. Comme j'ai commencé à les connaître quand j'ai commencé à regarder la Formule 1, quoi, avec Alain Prost, elle avait cette couleur-là. Elle était rouge, je crois que c'était à peu près le même rouge, oui. Le même rouge avec les ailerons noirs avant et arrière. Et c'est magnifique. Et donc, on voit déjà directement qu'il en manque un gros sponsor. Il n'y a plus mission We Now. Pourquoi ? Peut-être parce que ça paye pas, ça marche pas bien, et puis il y avait trop de restrictions au niveau des différents pays pour que ça apparaisse. Et puis la dernière fois, il était en vert. Pourquoi vert ? J'ai pas compris. Normalement, il devait pas être en vert. La fameuse double flèche qui représente le mission We Now. We Now, ouais, c'est ça. Là, ça apparaît pas. Et peut-être ce qui se leur a permis de faire changer le code couleur. Et j'avoue que comme ça, elle est quand même magnifique. Et même en regardant... Le design en lui-même, je trouve très très bien. Je trouve très très bien. Eux, ils ont proposé vraiment un design au niveau des pontons. Donc eux, ils ont présenté la vraie. Ils se sont pas embêtés lors du showcar, la livrée et tout. Ils ont présenté la vraie. Livrée, on peut dire classique, mais franchement, elle est très très bien, moi je trouve, pour ma part. Et en termes de design, donc avec des entrées d'air au niveau des pontons qui sont vachement fines et latérales, ce que ne proposent pas les autres écuries. Et au final, les pontons sont très larges. Si vous regardez au niveau du fond plat, il reste peu d'espace entre le ponton et le fond plat. Très peu d'espace, pas beaucoup d'espace pour l'air ici aussi. Tout rentre dans le fond plat, ou tout ce qui est pas... Ah, tout rentre dans le... tout rentre dans l'admission d'air pour refroidir le moteur, ou soit passe juste en dessous, et si l'air qui passe juste en dessous, il est même pas là pour coller, pour appuyer sur le dessus du fond plat, mais pour être évacué sur le côté, directement. Ils n'ont pas cherché à comprendre, parce qu'ils ont proposé une solution innovante, où au final, l'intérieur du ponton est incurvé. Oh, my God, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré voir ça. Je dis, ça, c'est l'innovation technologique, plus ou moins, en termes d'aérodynamisme. Et c'était appréciable. Et même au niveau de l'avant, où ils ont proposé un nez différent des autres, où celui-ci finit en pic. Et on a pu voir, lors des essais et d'articles qui ont été faits sur ce sujet, ils ont carrément designé
le nez de façon à ce qu'ils puissent le changer, changer carrément le design du nez sans avoir recours à une nouvelle homologation. Pourquoi ? Parce que normalement, le nez, si je dis pas de bêtises, il se change vers là. Il se change ici. Et ça comprend une partie qui doit être homologuée ici, parce que c'est au niveau de la Crashbox. Si je me rappelle bien, c'est bien ça. Le nez comprenait des parties de la Crashbox. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé aussi une section ici, à ce niveau-là, qui leur permet de changer juste cette partie-là. Et ce qui est plutôt cool, ça veut dire que vu que la Crashbox qu'elle est ici, tout ce qu'ils vont changer à partir de là, ça n'a pas besoin d'être homologué, donc ils peuvent s'adapter rapidement en fonction des innovations qu'ils trouvent, des avancées technologiques ou des avancées en termes de performance suite à la récolte des données sur la piste lors de Grand Prix. Donc pour moi, livret top, innovation avant top, innovation arrière top, parce que je ne l'ai pas encore montré, je pense que là, si elle est pas mal. Waouh, quoi. Regardez devant. Donc en gros, comme j'ai dit, les entrées d'air au niveau des pontons est très 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 fine et large. Et juste au-dessus des pontons, ils ont fait une sorte de plan incurvé qui va aspirer l'air à l'intérieur du ponton, sur le dessus du ponton et à l'intérieur, et va l'orienter vers l'aileron arrière. C'est magnifique, et on peut le voir encore ici. Et là, on voit encore un peu plus le creux comme ça a été creusé. Ils ont forcé justement de garder haut le bord des pontons pour s'assurer que l'air reste piégé à l'intérieur et que celui-ci va s'en aller ici, va suivre la carrosserie et va aller sur l'aileron arrière directement. Magnifique, quoi. C'est hyper beau. Après, il y a des sorties d'air pour le moteur, mais j'ai trouvé ça magnifique, quoi. J'ai vraiment trouvé ça... Moi, j'aurais pas pensé. Je sais pas qui c'est qui aurait pensé, mais... Ils ont bien fait, et ils n'ont pas pensé à suivre l'autre tendance qu'on trouve actuellement, comme sur les deux premiers designs, Red Bull et Mercedes, de maximiser un maximum la surface du dessus du fond plat, pour que l'air puisse se coller dessus, sur le dessus du fond plat, et générer un peu plus d'appui. Non, dans ces cas-là, non. Ils ont vraiment maximisé la largeur des pontons pour faire cette sorte d'effet Venturi. Là, on peut encore le voir. C'est magnifique. J'arrive vraiment pas à penser. Alors là, on peut se dire, du coup, entre Mercedes et Ferrari ou Red Bull, c'est qui a raison ? Je sais pas, je pourrais pas dire. Mais ce qui est bien, et alors c'est ça qui est énorme, c'est ce que les gens avaient du mal à comprendre en disant ouais, mais avec la réglementation technique, tout est imposé, il y a des pièces standards, il y a un règlement technique au niveau de l'aérodynamisme qui est bien précis, au niveau des ailerons, au niveau des flasques sur les pneus, et aussi ces fameux bashboards. C'est pas des bargeboards, mais c'est pour accompagner l'air, éviter les turbulences des pneus lorsqu'on roule. Mais... Et au final, si, hein, on y arrive. Hein. Surtout au niveau des pontons, du fond plat et même du nez. Et donc, super bonne surprise. Et on continue, on n'a pas fini, on continue. Donc maintenant, on va passer, après Ferrari et McLaren, parce que Ferrari était 3e, McLaren était 4e, on a... Alpine. Eh ben Alpine, attention, ça pique. Eh ben, je vais pour tout vous dire, je suis pas fan du rose, mais le bleu est joli, donc c'est original, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que c'est assez original, et c'est tout ce que j'ai envie de dire. Pour les 2 premiers Grands Prix, ils vont proposer une version toute rose. Ça a été discuté et accepté avec le sponsor titre qui est BWT, dont sa couleur officielle est le rose, hein, comme vous le savez, avec les Racing Point, les Force India, avec BWT, c'était toute rose. Et donc là, je ne sais pas si c'est BWT ou Osman Zafnauer qui a suivi l'un ou qui a suivi l'autre. Mais les deux se sont retrouvés chez Alpine, tout simplement. Ils étaient chez Aston Martin, avant chez Racing Point, Aston Martin. Je pense qu'Aston Martin a dit BWT, on n'a plus besoin de vous. Ou BWT a peut-être dit aussi, moi je veux être le sponsor titre, comme il était avant avec Racing Point, ce qui n'était pas Aston Martin. Ou peut-être parce que Aramco est arrivé chez Aston Martin, donc ils n'avaient plus besoin de BWT. C'est bizarre, ça on ne saura jamais, c'est dommage parce que je trouve que ça aurait été vachement intéressant. Mais du coup, BWT a trouvé une autre écurie qui était Alpine, tout simplement.
Euh, Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'Alpine n'avait pas de sponsor titre, je sais pas comment ils faisaient. Et même Renault à l'époque a toujours eu du mal à avoir de sponsor titre. Donc là ils en ont trouvé un et je pense que Haussmann était dans le deal, était vraiment dans le deal. On faisait partie du deal, soit il a favorisé le deal, soit c'était l'une des conditions du deal. Ça, je sais pas si on le saura, mais ça serait bien qu'on sache. Après, si on regarde au niveau du design, alors ça c'est une chocar ou pas? C'est pas une chocar. C'est pas une chocar, c'est celle qu'on a pu voir en piste. Donc là, on la voit un peu. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Moi, j'ai noté que l'aileron était bien spécifique, quand même. Il était quand même très très fin, il montait pas beaucoup en hauteur et il était très plat. Si vous regardez bien, les flaps sont... Bah, ils sont pas réguliers, mais ça reste très rectangulaire avec une partie... Ici, il y a un encoche pour s'assurer que la part sur les côtés. Je sais pas ce que ça vaut. En gros, j'ai l'impression qu'ils ont minimisé au maximum l'appui, l'effet d'appui sur les ailerons. Pourquoi? Pour assurer un maximum d'air puisse aller vers les pontons et vers le fond plat. Même technologie hein, sur le nez. L'aileron qui descend un peu plus bas que le nez. Pas plus à dire. Je sais pas quoi dire. Même au niveau des pontons, est-ce qu'on peut le voir ici? Attends, elle était bien cette photo. Est-ce qu'on peut voir les pontons, s'il vous plaît, messieurs? Voilà, on a une autre version des ailerons avant, mais c'est très très fin. Il n'y a rien de spécifique, malheureusement, moi je trouve. Ben, ils vont être comme ça, les pontons, voilà. Ils vont être très classiques. Il n'y a pas grand-chose, donc en gros, ils sont aussi très fins au-dessus, il n'y a pas besoin beaucoup d'air. Et ils ont fait cette partie incurvée en dessous des prises d'air au niveau des pontons pour que l'air qui arrive puisse être plaqué sur le dessus du fond plat. Pareil. Rien de plus. J'ai envie de dire rien de plus. Rien de plus, voilà le de dessus. Ouais, elle est assez fine sur le derrière. Il y a beaucoup d'ariation au-dessus, derrière. On voit bien que c'est profilé pour que ça descende. Et l'aileron, comme je l'ai dit avant, il est très fin. Rien. On verra bien. Mais... Ouais, il commence à fatiguer un peu, quoi. Déjà qu'ils innovent avec la couleur, ils auraient pu innover aussi avec autre chose. Encore, ils innovent même pas. Hein. Après, le mariage est pas mauvais. J'en dirai pas plus. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai envie de dire. C'est original. C'est un peu original quand même. Aston Martin. Aston Martin, eux, ils ont présenté. Alors, on va regarder voir tout de suite. Ils ont présenté la vraie carte, la vraie voiture directement. Et c'était la première à présenter sa vraie voiture. Alors, la livrée est belle. Ouais, elle est belle. Elle est très belle, elle est très fidèle aux couleurs de sportives d'Aston Martin, où on retrouve donc ce fameux vert anglais, j'allais dire bleu, ce vert anglais avec cette touche de jaune qui doit être normalement un peu fluo, et ça dépend, mais un peu de jaune vif, qui représente la partie compétition de Aston Martin. Et ça allait très bien avec ses partenaires actuels et les nouveaux qui sont arrivés, qui est Aramco, comme on peut le voir ici. Aramco est partout. Donc maintenant, Aston Martin, ils ont carrément deux sponsors titres. Aramco et Cognizant. Et c'est surtout derrière qu'on voit bien les couleurs de Aramco. Mais au final, ça se marie bien avec l'Aston Martin. Il y a un peu de vert, il y a un peu de bleu. Normalement, Cognizant est aussi bleu. Donc ça allait très bien, mais il y a qu'ici qu'on voit la touche un peu d'Aramco. Et voilà. Le livret, moi j'ai envie de dire très très belle. Ouais, très très belle livrée. Très belle livrée. Et en termes de design, eh ben, elle propose un peu autre chose comme terme de design. En gros, le nez va s'arrêter. Et sur le premier flap, le nez est quand même très linéaire et ne plonge pas comme la Ferrari. C'est une chose. Ensuite, si on regarde au niveau des pontons, et là je pense que cette vue, elle exprime bien ce qu'il y a. Bah pareil, des petites entrées. Des petites entrées au niveau des entrées d'air pour le moteur. Est-ce qu'on voit bien là? Bah c'est ce que j'ai montré, non? Ouais, c'est mieux celle-ci. C'est ces petits carrés, c'est tout petit. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et en plus, là, ils ont proposé une face plate qui part vers l'extérieur. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça. T'as l'impression qu'au final, cette partie, ils vont l'enlever et ça va être l'entrée d'air également. Mais je comprends pas. Ils ont mis du carbone, alors un peu plus, regardez. Pourquoi ils ont mis de cette couleur? Je sais pas. Pourquoi c'est pas plus grand? Je sais pas. Pourquoi cette forme-là? Je sais pas. Et j'ai pas vu d'explication. S'il y en a qui savent, j'ai pas vu d'explication. Mais si on remet sur cette vue, eux, ils ont proposé des pontons
très large et fin. Si on peut voir, le ponton, il est assez plat et il va assez loin en termes de largeur, mais par contre, il est très fin, c'est-à-dire que tout en dessous, ils ont laissé un énorme espace pour le fond plat. Un énorme espace pour le fond plat, ça fait comme une tour, tu vois, ça c'est la tour, et ça c'est en haut de la tour, où ça refait comme ça, quoi. Putain, j'aimerais bien avoir des... Faudrait que je ramène des voitures, et que je vous montre, ça aurait été pas mal ça aurait été encore mieux. Et voilà, et donc il y a un maximum d'air pour le fond plat, et tout l'air est... Alors là, ils ont pas fait cette espèce de... d'en dessous de l'air, de l'entrée d'air, de faire en sorte que la carrosserie tombe sur le fond plat. Non, là, ils ont préféré laisser profiler l'air d'un point de vue vertical sur le côté et qui reste entre le ponton et le fond plat. Avec cette sorte de bouteille un peu moche sur l'arrière. Et si on regarde de dessus, je suis sûr qu'il y en a une de dessus, parce que j'en avais déjà vu une. Voilà. Donc c'est vachement... C'est pour ça que je parle de vachement plat. En fait, les pontons sont très larges et sont très fins. Donc en gros, ici, il y a le fond plat en dessous. Il y a une partie du fond plat où l'air passe. On voit le dessus du fond plat. Et par contre, ça se finit... elle est pas très fine sur l'arrière. Pourquoi ils ont fait comme ça? Je sais pas, ils ont peut-être vu que c'était mieux. C'est pour accompagner l'air un maximum sur l'arrière du dessus du fond plat. Quelque chose comme ça, j'ai envie de dire. Mais je pourrais pas dire plus. Et si on regarde celle qui était aux essais, vous voyez, eux, ils ont, au lieu de faire descendre la partie basse de l'aileron, ils l'ont fait remonter et au final, ils l'ont fait coller au nez de l'aileron avant, qui lui est beaucoup plus relevé que d'autres. En gros, c'est pour assurer qu'un maximum d'air passe en dessous et aille dans le fond plat, pour faire l'effet de sol. Pareil, au niveau des flaps, ça se termine avec rien sur les côtés pour faire fuir l'air. Par contre, ceux-ci sont assez prononcés sur l'avant pour créer des appuis. Ah bah regardez, vous voyez ce que je disais? Très large et pas aussi fin que celle de la Ferrari, mais assez fin, en gros, parce qu'en gros, tout ça, ici, ça fait comme une bouteille de coca aussi. Tout l'air va passer là-dedans, et en gros, s'ils ont poussé à l'extrême, c'est un pas 10 de ponton pour que l'air suive bien ce cycle-là, ce flow-là. Je l'ai livré, petite innovation, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, j'ai envie de dire. Enfin, petite différenciation à l'avant, petite innovation à l'arrière, c'était pas mal, mais sans plus. Si on passe maintenant à AlphaTauri, et ben AlphaTauri, ils ont montré un chocard lors de la présentation. Et au niveau des couleurs, et ben rien qui change, la livrée est jolie, mais sans plus, on reste sur le même code couleur. Je crois qu'ils ont pas inversé le vert et le blanc. Non, le bleu et le blanc, non même pas. Non, ils ont pas inversé cette fois-ci. Donc c'est resté très traditionnel comme Red Bull. Et quand on la voit en piste, et ben, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle a à proposer d'innovant ou de différent des autres? C'est sur le nez avant qui lui sort bien bien devant l'aileron, tout simplement. Ouais. J'aime la Peugeot 206. Ouais. Bah après, elle est pas hybride, la Peugeot 206, malheureusement. C'est bien dommage. Sinon, elle a pu participer au championnat du monde, hein. Mais ouais, Peugeot a essayé d'aller en Formule 1. Malheureusement, ça a complètement foiré. Ils ont essayé de faire le motoriste, ils se sont même associés à Prost. Et malheureusement, ils ont fait une entourloupe à Prost, se disant que les moteurs devaient être offerts, et en fait, il les a fait payer, et Prost avait plus d'argent. C'est bien dommage, quoi. Bref, c'est l'histoire. Et si on en revient sur la AlphaTauri, ouais, le nez est encore différent, est assez plat au bout et sort vraiment par rapport à la base de l'aileron. Il sort devant et également en dessous, sûrement pour diriger l'air sur les côtés et que ça aille pile poil dans les entrées d'air du fond plat. C'est tout ce que j'ai retrouvé à dire. Après, si on regarde les pontons, c'est un mixte, quand elle veut l'image, ouais. C'est un mixte, j'ai envie de dire, entre la Red Bull et la Aston Martin. Où on a des entrées d'air qui sont très carrées et qui sont assez larges et qui va permettre à l'air de se faufiler entre le fond plat, le dessus du fond plat et le dessous des pontons. Sauf que, à contraire de l'Aston Martin, ce ponton va quand même descendre et s'incliner sur le fond plat. Ça veut dire qu'il n'y aura pas toujours on va dire cette arête ou ce chemin de flux d'air qui va accompagner l'air à se diriger vers l'aileron arrière.
pas plus. Donc j'ai envie de dire pas grand chose à dire dessus. Ça a l'air d'être efficace, on verra bien. On voit bien que l'entrée d'air au niveau des pontons est bien en avant, comme sur la Red Bull, mais beaucoup moins designé. Vu du dessus, bah ça, non, il y a rien. Hein. L'aileron avant est pas mal, ouais, c'est ce que j'avais déjà dit. Voilà, très carré, très large en haut au début les pontons, et après ça se rétrécit comme sur la Red Bull et ça vient épouser le bas du fond plat, tout en finesse, j'ai envie de dire. Pas plus à dire sur la Fattori. Williams, elle, jolie couleur, j'ai envie de dire, ouais, jolie couleur, bleu traditionnel, mais c'est mieux que la saison d'avant, donc elle a un joli bleu avec des petites touches pour rappeler que c'est une écurie britannique avec ce rouge, c'est ce qu'ils ont dit, hein. C'est pas moi qui l'ai sorti, c'est eux qui l'ont dit, Williams. C'était pour rappeler que c'était une écurie britannique. Donc le nez est quand même pas mal. Hein. On va voir un peu plus la livrée, s'il vous plaît. Voilà, on va plus la livrée. Donc avec des petits jeux de couleurs, des dégradés de couleurs pour faire référence au W de Williams, j'imagine. Pas mal. Non, vraiment pas mal. Et quand on regarde, pareil, c'était un chocard. Hein. Ce qu'ils ont présenté, c'était vraiment un chocard. Et la réelle, on l'a vu à Barcelone, ou même lors du check-up. Je sais plus comment on appelle ça, du check-up. Ils ont droit à 100 km de check-up, les écuries, où ils peuvent faire des tournages vidéo pour leur promotion, tout simplement. Donc là, ils ont droit de faire 100 km avec des pneus témoins chez eux. Et je pense que c'était le cas cette fois-ci, je me rappelle plus, sur cette image-là. Donc eux, ils ont proposé un nez un peu différent, qui lui est voûté et fluide, a pas des arrêts au niveau des angles, mais sont bien arrondis, pour ainsi favoriser l'air à aller sur les côtés du nez et donc aller se loger soit dans le refroidissement du moteur ou soit vers le fond plat, tout simplement. L'aileron avant, le nez, bah comme d'hab, j'ai envie de dire, pas plus. Peut-être si j'ai d'autres photos accessibles, ouais ça c'est le check-up, ouais. C'est le check-up, ouais. Non, pas plus au niveau de l'aileron avant. Par contre, au niveau de l'aileron arrière, c'est assez énorme ce qu'ils ont proposé. C'est que les pontons... Alors, est-ce qu'on peut voir les pontons? Ici, on voit bien, ils ont l'air tout à fait normaux. Ouverture normale. On voit bien le sidepod à l'intérieur de sécurité qui va traverser la bouche d'aération qui va faire refroidir le moteur. Par contre, derrière, c'est ce qu'on ne voit pas ici parce que ça, c'est la version démo toute pourrie. C'est le chocard. Par contre, en vrai... Ces pontons, ils se finissent très rapidement. Mais hyper rapidement. Donc pareil, l'entrée elle est ici, on voit pas très bien. En dessous de la bouche d'air, en dessous du ponton, bah, on a cette inclinaison qui va favoriser le plaquage de l'air sur le dessus du fond plat, comme d'habitude. Et derrière, c'est pareil, mais encore plus rapidement. Mais j'ai l'impression que ces moteurs, ils prennent plus beaucoup de place, quoi. Et je trouve ça moche, j'ai l'impression qu'à la fin, on va avoir un stylo bille, quoi, comme Formule 1. Et je suis pas fan du tout... Après, on n'arrête pas la technologie, j'ai envie de dire, hein, l'innovation, mais bon... Et là, ce qu'ils proposent, en gros, c'est que là, apparemment, il y a une échappée d'air qui va permettre à l'air de s'assurer que ça épouse bien la forme de la carrosserie, qui va plonger sur le fond plat et qui va s'assurer que ça appuie bien sur le fond plat ici, et avec ces décoches ici du fond plat pour créer une sorte de turbulence au niveau de cette partie-là et s'assurer que l'air... Ah oui, c'est ça, s'assurer que l'air... qui va être perturbé ici, va permettre de faire chasser l'air en dehors des pneus, pour éviter de la friction et du freinage, ouais, de freiner la voiture. Et c'est innovant. On va dire encore une fois, le devant est assez innovant aussi, ils ont proposé quelque chose de différent, voilà. Et l'arrière aussi. Williams New Approach. Ouais. Moi, j'avoue, je parle pas de suspension, ça m'intéresse pas, je connais pas trop. Peut-être que je devrais le faire un jour, et dites-moi, c'est nul ce que je dis aussi, je dois un peu faire. Voilà, faut absolument que je vous le montre, ça c'est tellement magique. Donc voilà ce qu'ils ont proposé, c'est pour ça que les pontons arrière de la Williams tombent aussi rapidement, c'est qu'ils ont carrément fait une ouverture dans les pontons, dont l'air va s'échapper et qui vient en fait de l'avant du ponton, après être passé à travers l'échangeur RO ou air liquide on va dire, et qui va favoriser au final l'écoulement de l'air qui passe au-dessus de la carrosserie, donc au-dessus des pontons, à le favoriser à se plaquer sur la carrosserie et à tomber
sur le fond plat. C'est assez original, hein, c'est assez original, donc innovation, pas mal, c'est pas autant que Mercedes ou Red Bull. Ils ont été innovants. Si on continue avec... après, c'était qui? Alfa Romeo, ouais, Alfa Romeo. Bah eux, ils ont pas présenté leur livrée pour les essais de Barcelone, ils ont roulé avec cette voiture-là, super cool, tu sens que les gars ils sont bien dans les temps, et en plus ils ont pas beaucoup roulé à Barcelone comparé à d'autres, vraiment pas beaucoup roulé. Et donc c'est avant d'arriver à Bahreïn qu'ils ont présenté la livrée. La livrée qui est assez jolie, donc qui représente la voiture qui a commencé à rouler déjà. Elle est assez jolie, j'avoue que le rouge est très joli, marié au blanc comme ça, c'est beaucoup mieux que les années précédentes. Les années précédentes, je trouve que ça ressemblait à rien. Et c'est bien le rouge Alfa Romeo, le fameux rouge vif métallisé. En termes d'innovation aérodynamique, j'ai envie de dire que le nez avant est assez spécial en effet. Ça fait un peu bombé avec un léger relâchement sur cette partie haute du nez et qui a même les bords plus ou moins arrondis pour laisser évacuer l'air sur les côtés un peu, sans plus. Le nez est raccroché au premier flap et pas à l'aileron avant, la première aileron avant qui lui descend un peu plus. Les ailerons, les flaps sont très surélevés. Ils sont pas du tout linéaires. Parce que ça n'arrête pas tout pas. Et pour le reste, j'ai envie de dire rien du tout. Rien du tout, non. Je l'ai pas beaucoup vu, l'Alfa Romeo, sincèrement. J'ai pas beaucoup vu d'articles dessus. Ils ont eu pas mal de soucis, ils ont pas beaucoup roulé. Qu'est-ce qu'ils ont proposé en termes de choses différentes? Ça a toujours été différent, leur entrée d'air. Ça, ils ont toujours fait quelque chose de différent, mais de séparer en deux. Les pontons, sans plus. Ça ressemble un peu à la Aston Martin dans le sens où ça reste des pontons larges, mais ils ont laissé de l'espace entre le ponton et le fond plat pour faire filer l'air et que celui-ci s'appuie bien sur le fond plat. On va voir ce que ça donne, mais sans plus. Et le fond plat, il est assez particulier au début où on a vraiment cette cassure entre la direction de l'air qui doit rentrer dans le fond plat et celle qui doit être échappée, et avec le reste du fond plat. Cette cassure qu'ils ont fait, mais sans plus. Alors après, c'est celle qui a... Là, il nous montre un peu quand même une sorte de chocard, mais ah non, rien de spécifique. Et on va finir par la Haas. La Haas que je vous ai déjà présenté. Donc en effet, c'était un chocard qu'ils avaient présenté. Ils avaient juste montré ça, pas plus, pas de cérémonie, ni quoi que ce soit. Et on l'a vu rouler en vrai. Elle avait en effet un design différent. Et suite à ce qui s'est passé, à la crise qu'il y a actuellement, comme on le sait tous, elle a plus de sponsor du tout. Donc elle s'est retrouvée toute blanche avec Haas écrit en gros et un peu de noir. Là, on retrouve un peu le même nez que l'Alfa Romeo, sauf que l'aileron, lui, ne bouge pas du tout. Ils ont proposé des ailerons à la Alpine, donc très rectangulaire, très droit, sans plus. Recherche du design au minimum, hein, j'ai envie de dire. Ponton, rien de spectaculaire, non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'optimisé, il n'y a rien d'innovant, et eux, ils veulent rouler, puis voilà. Même la partie en dessous des pontons, elle n'est pas travaillée. Là où Aston Martin, ou même Alpha Tauri, ou même Alfa Romeo, ils avaient un peu plus travaillé cette partie-là. Là, il n'y a rien du tout. L'aileron avant, il n'y a rien du tout. Non, ils vont faire la figuration, encore une fois. Je ne vois pas faire quelque chose. Tellement ils sont tellement en crise que... de toute manière, ils sauvent les... Ils sauvent les meubles parce que, en plus, une Formule 1 à 9 écuries, c'est pas terrible. J'ai rien à dire. Et donc, on va s'arrêter là pour la présentation des différentes livrées. Si on peut faire un bref résumé sur les essais qu'il y a eu à Bahreïn et à Barcelone, tout d'abord, la première chose qui a été notée à Barcelone, qui était que personne ne s'attendait, mais qui était connue, et ça a surpris tout le monde, et je suis d'accord, parce que même moi j'en avais déjà entendu parler, alors que c'est pas de mon époque, les Formule 1 qui avaient cet effet de sol, c'est que les voitures se sont retrouvées en ligne droite à faire du pompage, ou du marsouinage. C'est-à-dire que en pleine ligne droite, quand la voiture est stable et qu'elle accélère à fond, qu'elle commence à avoir de plus en plus d'appui en fonction de la vitesse, la voiture va prendre de l'appui de sol avec les ailerons, et aussi de la traction au sol avec le fond plat. Et ces deux phénomènes vont appuyer de plus en plus la voiture au sol, et il arrive à un moment où elle s'appuie tellement au sol que l'air en dessous du fond plat, donc en dessous des pontons et tout ça, dans les fameux tunnels qui créent l'effet de sol,
bah, n'a même plus la possibilité de passer correctement. Donc de s'assurer que l'air glisse bien correctement sur le goudron et glisse bien correctement sur le fond plat. Il arrive qu'à un moment, l'air est tellement sous pression, vu que la voiture est tellement basse, il y a tellement de force qui s'exerce que l'air se décroche du fond plat. Et du coup, en se décrochant, ça fait on va dire, un sorte d'appel d'air. Ouais, on peut l'appeler ça comme ça. Et du coup, tout d'un coup, la voiture perd de l'adhérence qui était liée au fond plat. Vu que l'effet de fond plat ne s'applique plus, l'effet de sol ne s'applique plus, pardon, elle perd de l'adhérence. Donc du coup, tout d'un coup, la voiture se surélève. Et du coup, en se surélevant, l'air peut s'écouler à nouveau et et la mécanique de l'effet de sol reprend, et donc ça se rabaisse petit à petit. Et donc on appelle ça du pompage ou du marsouinage, où la voiture, en ligne droite, à plus de 200 km/h, commence à faire ça, parce que différentes forces s'exercent sur la voiture, et que ce n'est pas constant. On arrive à un moment où ce n'est plus possible. C'est pour ça que certains ont essayé de minimiser absolument les appuis sur les ailerons avant et arrière, parce que ça y joue au final. Si on élève l'appui sur les ailerons, on aura moins cet effet d'écrasement. Et donc on pourra plus contrôler la hauteur de la voiture. Il faut savoir qu'à cause de l'effet de sol, les voitures en termes de suspension sont ultra dures, pour s'assurer qu'on ait toujours un écart standard, un écart constant entre le fond plat de la voiture et le goudron et la piste. C'est ce qui rend les voitures un peu plus difficiles à piloter, apparemment. Donc il y a eu ces gros effets. C'est clairement cet effet-là. Vous voyez comment la voiture rebondit, et regardez comme le pilote il apprécie ce moment de bonheur en pleine ligne droite où il peut même pas contrôler la voiture. Et ça pose la question que même dans les courbes, si on a ce genre de phénomène, ça peut faire décrocher la voiture et ça peut être très dangereux. Et là on le voit très bien avec l'Alpine ou avec la Ferrari. Elles ont tous eu ces problèmes à part McLaren. McLaren s'en est plutôt sorti de ce côté-là. Et ça a été en gros le gros problème qu'ils ont à régler. Ils savent que ça peut être réglable en augmentant la hauteur de caisse de la voiture. On a moins cet effet-là, mais en augmentant la hauteur de la voiture, il y aura moins cet effet de sol. Donc une perte en performance, c'est ce que ne veut pas les écuries. Il va absolument éviter ce phénomène en redirigeant peut-être les flux sur les bords des pontons, sur le bord des fonds plats, ce genre de choses. Donc ça, c'est à voir, et c'est en cours d'étude. Ils savent que c'est réglable. Je sais qu'à Bahreïn, au final, ils avaient moins ce problème. Ils avaient beaucoup moins ce problème. Parce que justement, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à créer ces genres d'encoches sur les bords des fonds plats. Et puis voilà. Je pense que c'est le seul truc qu'on a à dire sur Barcelone. En termes de performance, à ce niveau-là, à Barcelone, en gros, Alfa Romeo n'a pas beaucoup tourné, ni As. Par contre, ils se sont rattrapés sur comment ça s'appelle, sur Bahreïn. Et sur Bahreïn, là, on a bien vu une tendance qui s'est créée. Apparemment, Mercedes ne serait pas les premiers, ne seraient pas les favoris du fait qu'ils aient changé leur façon de leur ponton, avec des pontons beaucoup plus fins. Donc verticaux, Mercedes, et ils ont des problèmes de stabilité dans la voiture. Alors ce qu'il faut savoir, les pilotes se sont dit que avec cette nouvelle réglementation, avec des pneus taille basse qui absorbent moins les chocs comme le faisaient les pneus en 13 pouces, on passe en 18 pouces, mais la hauteur a à peine changé. C'est un peu plus haut, elles sont un peu plus grandes les roues, mais ça a à peine changé. Du coup, l'épaisseur des flancs des pneus est beaucoup plus fine et ça amortit beaucoup moins les chocs. On est passé sur des jantes à 18 pouces. Et du coup, ça raidit un peu plus la voiture. Et le fait qu'on va assurer absolument un écart standard entre le fond plat et la route, et la piste, ça demande que les suspensions soient très raides. Alors d'un côté, ça gêne pas les pilotes, parce qu'apparemment, ils trouvent que ça reste assez maniable, et c'est quand même sympa à rouler avec. Le fait qu'il y ait ces fameux caches ici, ça gêne à la vision du pilote, et que les pneus soient plus hauts, ça gêne encore plus la vision des pilotes sur les côtés, mais apparemment, ça, ils s'y font. Ils ont fait au fait aussi que maintenant ils peuvent plus trop mordre les vibreurs, parce que sinon ça casse le fond plat, et vu que c'est rigide, ça casse tout. Vu que les voitures sont rigides, ça casse tout. Donc que du positif, à part le marsouillage. C'est moche comme tout, j'aime pas le retenir. C'est moche comme tout. Et ensuite à Bahreïn, beaucoup de voitures ont réglé ce problème, à part Mercedes, qui dit qu'il y a beaucoup de potentiel dans la voiture.
mais qu'il faut qu'ils règlent leurs problèmes aérodynamiques avec cette innovation qui sont proposées, qui est quand même assez énorme, qui est moche, moi je trouve, mais qui est quand même assez énorme. Assez énorme. Donc qu'est-ce qu'on prévoit en termes de tendance, en termes de performance sur ce qui a été donné, c'est qu'en effet, tout le monde est d'accord pour dire que Ferrari sort un peu du lot et est quand même vraiment performante. Hein. Sans trop montrer son jeu, on voit qu'elles sont là, quand bien les choses. On voit que on voit que Mercedes a beaucoup plus de mal et serait plutôt troisième. Plutôt dans le troisième, parce que Red Bull s'en sortirait bien pour le moment, avec les innovations qu'ils ont mis en place, avec les améliorations qu'ils ont mis en place déjà pour Bahreïn, avec ces pontons plus effilés, ils se retrouveraient deuxième. Ensuite, derrière, ça dépend. Je pourrais pas trop donner d'ordre, j'ai pas envie de donner d'ordre, mais ce que j'ai retenu en termes de succès ou de problèmes ou de craintes, c'est que McLaren, en termes de marsouinage, pas de soucis, s'en sortait très bien. La voiture est très stable, elle est très large, elle est très longue aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas des problèmes de marsouinage. Et ils ont eu un concept du fond plat apparemment très intéressant, qui a été beaucoup regardé à Barcelone. Par contre, à Bahreïn, eux, ils ont eu des problèmes au niveau des freins. Ouais. Au niveau des freins, apparemment ceux-ci se bloquaient parce qu'ils devaient trop chauffer. Et je pense que c'est lié à leur écope de frein qui doit être mal dimensionnée ou qui ne prend pas assez bien les flux. Ce genre de choses. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, j'en sais rien. Mais jusqu'à dernier jour d'essai à Bahreïn, ils avaient des problèmes sur les freins. Ferrari, j'en ai déjà parlé. Red Bull, Mercedes, j'en ai déjà parlé. Si on parle maintenant, si on reste dans l'ordre du classement de l'année dernière, si on parle maintenant de Alpine, Alpine, ils ont une première panne hydraulique à Barcelone qui leur a coupé la moitié de la journée, de la dernière journée à Barcelone. C'était lié à un problème hydraulique apparemment, c'était pas lié au moteur. De toute manière, ils ont clairement dit, Renault, qu'ils voulaient avoir un moteur performant, pas forcément fiable. C'est souvent ce qu'ils ont eu dans le passé, ce qui a fait qu'ils ont eu des casses moteurs souvent, et c'est pour ça que Red Bull ne voulait plus les voir par la suite, et qu'ils sont passés chez Honda. Mais dans ce contexte, ça s'explique parce qu'à partir de maintenant, ou à la fin de l'année, les moteurs vont être gelés. Ils auront plus le droit de les modifier, plus le droit d'améliorer la performance, à part la fiabilité. C'est pour ça qu'ils maximisent tout sur la performance. Alors il n'y a pas eu de casse moteur, donc c'est plutôt bien, juste un problème hydraulique. Est-ce que c'est vraiment hydraulique ou pas? J'en sais rien, mais c'est ce qu'ils ont dit, donc on va les croire. Et après, par la suite, ils n'ont pas eu d'autres pannes, si je dis pas de bêtises. Donc à Barcelone, ils ont très très bien roulé, les 2 premiers jours, à part le dernier. Et sur la moyenne des 3 jours de test à Bahreïn, ils ont été au milieu du tableau. Avec des performances normal. Apparemment, ils ont trouvé des améliorations à Bahreïn, ils ont trouvé des améliorations. Alonso était optimiste pour viser des victoires, carrément, était optimiste pour viser des victoires par rapport à ce qu'ils avaient dans la voiture. Donc très optimiste, on a envie de le croire, sauf que quand on entend les dernières nouvelles en disant que aller en Q3 serait une bonne chose, ce serait un bon espoir. Attends, non mais ceci m'a fait rire, quoi. Après avoir poussé son Alpine durant les essais à Bahreïn, Alpine espère pouvoir jouer la Q3 dès le premier Grand Prix de saison. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils sont pas terribles, quoi, en gros. Ça veut dire qu'ils sont du milieu du classement, ils ont réussi à faire des améliorations. Ils ont certes pas eu trop de problèmes, mais si on regarde le design même de la voiture, elle a rien de particulier. Peut-être qu'ils misent tout sur le moteur, hein, qu'ils ont pas poussé le moteur, on verra bien, j'en sais rien. La seule chose de particulier là-dedans, c'est l'aileron avant. En effet, l'aileron avant est très fin, donc on verra bien. Et ce qui s'est beaucoup vu, à part le marsouillage dans les secondes, à Bahreïn, en tout cas dans les essais à Bahreïn, c'est que beaucoup d'équipes essayaient de régler le problème de sous-virage de la voiture. Le fait que toute l'adhérence de la voiture se fait avec le fond plat qui se trouve au milieu, hein, qui se trouve ici, au milieu, enfin un peu plus en avant, ici à là. Les roues avant sont censées moins accrocher que les roues arrière, quoi. Parce que les roues arrière sont vraiment juste à côté du fond plat, ce qui n'est pas le cas ici. La partie du fond plat commence ici. C'est la seule chose qui peut adhérer un peu plus à l'adhérence au niveau du roues avant, c'est l'aileron avant. Sauf que l'aileron avant, il le minimise au maximum pour assurer qu'un maximum d'air rentre dans les pontons. Donc en gros, on se retrouve avec des voitures qui sont sous-vireuses.
qui tient très bien de l'arrière, mais qui de l'avant, dès qu'on commence à tourner alors qu'on va trop vite, et ben ça va tout droit, quoi, j'ai envie de dire. Ça va un peu tout droit. Donc ils ont essayé de régler ce genre de problème. Et c'est pour ça que je reviens sur l'Alpine, qui a un aileron avant très fin. Bon, ils ont pas parlé vraiment de sous-virage de leur côté. Mais ça promet rien de bien précis. Aston Martin ont eu des problèmes. Mais rien de, ouais, au niveau moteur, mais rien de spécial. Williams aussi. Par contre, ils ont étonné beaucoup de gens sur les performances. Beaucoup de personnes ont vu Williams faire des bons pronos et on s'attendait pas à les voir ici. AlphaTauri, c'est correct. Je crois pas qu'ils ont eu des problèmes à part des sorties de piste. Non. Red Bull non plus. Ça j'en ai déjà parlé, je crois. Ouais. Ça a très peu roulé, elles ont fait ce qu'ils ont pu, et ils ont eu même droit à 2 heures gratuites supplémentaires, parce que je pense qu'ils avaient loupé... Ah oui, leur fameux convoi de logistique n'était pas arrivé à temps, et ce qui avait fait qu'ils n'avaient pas pu commencer les essais en même temps que les autres. Ils avaient été en retard, c'est énorme ça. C'est pour ça qu'ils ont eu droit à 2 heures supplémentaires le samedi, le dernier jour des essais à Bahreïn. Alfa Romeo, ils ont encore eu des problèmes. Ils ont essayé de rattraper le temps en faisant pas mal de tours à Bahreïn. Mais sans plus. Donc pour moi, la hiérarchie, ce serait la hiérarchie. Enfin, ceux qui peuvent jouer la gagne. En bas, on va retrouver Ferrari, Mercedes et Red Bull. Peut-être McLaren, mais encore, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc voilà un peu le résumé des essais, des présentations, des Formule 1